Soleil sur nous toutes et tous, bienvenue dans Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, que nous soyons des femmes ou des hommes. Alors aujourd'hui, nous parlerons écologie, nature, mangrove, risques majeurs, passion, formation et plus encore. Vous êtes sur Zitata TV, restez avec nous. Femme, 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 femme. Alors aujourd'hui, j'ai à mes côtés deux femmes absolument inspirantes, comme toujours. L'une d'entre elles s'est prise de passion pour nos mangroves et autres zones humides. L'autre a littéralement le goût du risque. Astrid Ostologue, bonjour. Bonjour Lauriane. Alors, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous regardent? Oui, alors je suis Astrid Ostologue, comme tu viens de le dire. Je suis martiniquaise, jeune martiniquaise de 42 ans tout juste. C'est bien de l'assumer. Voilà, on affirme son âge. Oui, on a au bout d'un moment, oui, il faut. Tu as raison. Très bien, donc on va en découvrir davantage à ton sujet au cours de l'émission, bien évidemment. Et puis, j'ai aussi à ma droite Mélanie Hertemann. Bonjour Mélanie. Bonjour Lauriane. Alors, est-ce que tu peux également te présenter? Alors moi, je suis écologue, c'est-à-dire que je m'intéresse vraiment aux organismes vivants, à la nature, à la vie en général. Et effectivement, j'ai la passion pour la nature et la biodiversité. Très bien. Donc, Mélanie nous a dit qu'elle était écologue. Mais alors Astrid, toi, tu fais quoi dans la vie? Quel est ton métier? Voilà. Mais je l'ai dit, je suis ostologue. Non, je plaisante. Alors, je suis entrepreneur. Donc, je travaille dans la prévention des risques naturels majeurs. Donc, mon métier consiste à préparer les populations donc, dans les organisations antillaises. Donc, j'entends par organisation, association, entreprise, collectivité, tout type d'organisation, à être prêt en cas de risque majeur et particulièrement en cas de risque sismique. Le risque sismique, c'est Voilà. vraiment ça ta spécialité? C'est ça ma spécialité. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine-là, travailler dans les risques sismiques? Alors, il est vrai que la Martinique est soumise à tous les risques, je crois, sauf le risque d'avalanche. Exact. Mais pourquoi celui-ci en particulier? Alors, déjà parce que c'est le seul qui est imprévisible, c'est le seul qu'on ne voit pas venir. Tous les autres, on a des vigilances, on a des alertes, on a des signes précurseurs. Le risque sismique, il peut arriver à tout moment. Donc là, sur le plateau, par exemple, il peut arriver pendant l'émission. Alors, on n'espère pas, mais en même temps, on est avec une experte, donc a priori, pas vrai, Mélanie? Nous sommes entre de bonnes mains. Bien. Je suis parasismique, tout ira bien. Ah, tu es parasismique? Oui, bien sûr. Non, mais écoute, on reste copines. Hein. Non, et au-delà de cela, c'est une expérience assez bouleversante que j'ai eue. J'avais 30 ans à l'époque, donc j'étais secouriste bénévole dans une association et j'ai fait partie des équipes qui ont accueilli les rescapés du séisme d'Haïti de janvier 2010. D'accord. Et ça a été une claque phénoménale. L'élément déclencheur. Voilà, vraiment. D'accord. Bon, Voilà. Tu nous en dis plus tout à l'heure. Ah, ok. Et toi, Mélanie, écologue, alors j'avoue que c'est un métier dont je n'avais jamais entendu parler. Je pense que, voilà, parmi celles et ceux qui nous regardent, ils doivent également se dire, voilà, écologue, en quoi ça consiste exactement ce métier-là? Et puis, comment en es-tu arrivée là? Est-ce que ça a été une vocation très précoce ou est-ce que c'est à la faveur, comme Astrid, d'un événement dans ta vie que tu as décidé de te lancer dans cette carrière? Alors, je vais commencer par la première question. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'écologue? Écologue, on entend éco et log, et en fait, ça fait appel à des racines grecques. Qui est éco, c'est l'habitat. En fait, l'habitat dans lequel on évolue, et notamment les êtres vivants. Et log, c'est souvent étudier ou dialoguer, en tout cas discourir sur quelque chose. Et donc, écologue, c'est étudier les habitats et finalement les écosystèmes. Et j'ai toujours, en fait, je me pense que j'ai toujours voulu faire ça de façon inconsciente, parce que j'ai grandi dans un environnement très, très naturel, avec des parents qui étaient déjà vraiment tournés vers la nature et qui étaient des militants de la défense des droits et de l'environnement, je dirais de l'écologie, de l'alimentation bio, etc. à l'époque. Donc des avant-gardistes. Un peu des avant-gardistes des années 70 qui travaillaient déjà sur ces sujets. Et quand j'étais petite, ça par contre c'est plus étonnant parce que j'ai grandi dans les Pyrénées quand même,
Et j'ai toujours dit que quand je serai grande, j'habiterai au pays des bananes. Oui, alors j'ai lu ça dans ta biographie, j'ai beaucoup rigolé. C'est vraiment vrai. Mais pour toi, le pays des bananes, ça faisait référence à quelle région du monde en particulier? C'est ça, j'étais très petite quand je disais ça. Je pense que j'avais une passion pour le fruit qui était exotique en fait. Quand j'en avais chez moi, c'était pas tous les jours finalement. Et peut-être que rien n'est fait au hasard dans la vie et que déjà, il y avait peut-être des choses qui étaient écrites, j'en sais rien. En tout cas, c'est ma maman qui m'a rappelé ça quand j'ai commencé à faire mes études, du coup, vraiment des études très sérieuses et très longues. Parce que pour devenir écologue, en fait, c'est vraiment on devient écologue avec une formation diplômante qui va jusqu'à une thèse de doctorat en écologie et ingénierie écologique. Donc, où on apprend vraiment de l'individu, de la taxonomie, c'est-à-dire classement des êtres vivants, etc. Et aller jusqu'au mécanisme de compréhension en fait, du monde vivant, des interactions entre le monde vivant et naturel et les pressions que nous, les êtres humains, on fait sur ces milieux. Voilà. D'accord. Et ça correspond à combien d'années d'études en tout? Eh ça fait 8 ans d'études. 8 ans d'études. Oui. Donc maintenant, tu es docteur. Alors, je ne le dis jamais parce que... Mais il faut le dire, mais c'est vrai, je pense pas. Tu as travaillé beaucoup pour en arriver là. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça. On dit que je suis docteur en écologie et ingénierie écologique. Dans le temps, il y a une vingtaine d'années, puisque apparemment on est à presque jumelles donc avec Astrid au niveau des années de naissance. Je crois que je fais partie de la même team. Oui, c'est ça, c'est les femmes des années 80. C'est ça. C'était quoi la chanson encore? Femme jusqu'au bout des 80. Femme jusqu'au bout des seins. On n'a pas le droit de dire ça. Non, c'est des reins. Si, on a le droit. On a le droit. Ouf. Je plaisante. Bon, et donc voilà, dans les années, en fait, il y a une vingtaine d'années, d'abord, il y avait encore moins de femmes, justement, dans les milieux scientifiques. Clairement. Notamment dans les milieux de risque, alors encore moins. Et la science dure, ce qu'on appelle la physico-chimie, etc., encore moins. Et puis, il y a une vingtaine d'années, c'était le début de ces cursus en écologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité de cursus, notamment à l'Université des Antilles, qui propose en fait ce genre de cursus. Mais il a fallu 20 ans pour diversifier, et voilà. Et en tout cas, j'espère que le fait d'en parler contribuera à créer des vocations parmi les jeunes et les jeunes femmes, les jeunes filles surtout qui nous regardent. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre focus. Y a-t-il une fumeuse parmi nous? Alors moi, je suis ancienne fumeuse. Je le dis parce que c'est important. J'ai fumé quelques années. Et en même temps beaucoup pendant ces quelques années, tout en étant toujours persuadée que lorsque j'aurai mon premier enfant, ça serait la fin. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, je venais de faire un test de grossesse en fumant, en fait, et j'ai éteint la cigarette, et ça faisait partie de mon ancienne vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir jamais fumé, j'y pense même plus. C'était terminé. J'ai envie de te féliciter. Hein. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que nous sommes le 31 mai et c'est la journée mondiale sans tabac. Alors, loin de moi l'envie de verser dans le discours moralisateur, de culpabiliser celles et ceux qui fument, mais simplement d'être factuel et de rappeler que le tabac reste aujourd'hui la première cause de mortalité prématurée évitable dans le monde. Ça fait tout de même réfléchir. Et il serait l'ennemi numéro 1 de la santé des femmes. Alors la journée mondiale sans tabac, en anglais World No Tobacco Day, alors excusez l'accent un peu bizarre, on fait ce qu'on peut, a été lancée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1987. Et l'objectif de cette campagne de sensibilisation est de mettre en lumière les risques du tabac pour la santé, mais surtout accompagner les fumeurs dans leur sevrage. Alors cette année, le thème, c'est le tabac, une menace pour l'environnement, parce qu'en effet, l'industrie du tabac contribue au changement climatique. Je pense que tu vas y être sensible, Mélanie, et endommage durablement les écosystèmes à cause des émissions de gaz à effet de serre, d'une part, mais aussi parce que la culture du tabac contribue également à la déforestation. Et oui, chaque année, ce sont environ 3,5 millions d'hectares de terre qui sont détruits pour cultiver du tabac. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'associations comme Alliance
contre le tabac, dont vous apercevez une affiche juste derrière moi, qui est une fédération d'associations de lutte contre le tabac reconnue d'intérêt général, qui est engagée au service de la santé publique et qui rappelle que le tabac serait responsable d'un décès sur 5 de femmes de moins de 65 ans. Donc là aussi, ce sont des chiffres qui font un petit peu froid dans le dos. Alors, il est vrai qu'on observe une baisse de la consommation de tabac chez les femmes, selon Santé publique France. Cependant, mesdames, vous êtes encore 26,5% à être des fumeuses régulières. Et donc, pourquoi j'ai eu envie de consacrer ce focus à cette journée mondiale sans tabac? Oui, parce que nous sommes le 31 mai, mais c'est surtout parce que la campagne de cette année a vraiment axé sa communication sur le ciblage marketing dont les femmes sont victimes depuis les années 20. Alors pourquoi depuis les années 20? Parce que c'est à ce moment-là que le tabagisme féminin est sorti des tabous et qu'en fait les industriels s'en sont saisis, voyant là, mon Dieu, mais une manne extraordinaire avec un potentiel de croissance exceptionnelle des ventes en séduisant justement les consommatrices féminines. Et effectivement, il y a tout un marketing particulier qui a été mis en œuvre. Et vous avez donc des associations qui insistent sur la situation du tabagisme féminin en France en 2022, comme l'Action contre le tabac, et qui expliquent justement comment il y a toute une politique qui a été mise en œuvre et qui vise justement à faire passer la consommation de cigarettes comme étant un symbole d'émancipation pour les femmes, notamment durant les années 50, 60, c'était apparenté à une conquête des droits pour ces femmes. Et puis, souvent assimilé à un désir de séduction. Érotisation. Voilà, érotisation de la prise de cigarettes, dans les postures. Et en fait, l'objectif purement et simplement de l'industrie du tabac, c'est de créer une norme tabagique pour les femmes. Et c'est pour cela qu'elles font tout pour que ça rentre dans la normalité du comportement féminin glamour. Et donc, ça a donné lieu à la création de marques féminines, comme on le sait, avec les fameuses cigarettes dites légères, alors qu'elles ne sont absolument pas légères en nicotine, ou encore ces fameuses cigarettes mentholées. Alors là, vous avez une publicité qui ne peut plus être diffusée sur le territoire français, normalement. C'est une publicité pour la marque de cigarettes Cool. Et pourquoi? Parce que ces cigarettes mentholées, elles sont extrêmement prisées des Noirs américains. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elles ont été littéralement interdites en France en 2020. Pourquoi? Parce que la menthe, eh bien, elle a longtemps été utilisée pour faciliter l'entrée dans le tabagisme. Pourquoi? Parce qu'apparemment, elle paralyserait les récepteurs nicotiniques et pousserait donc les consommateurs à aspirer davantage. Je vois que Mélanie voit absolument de quoi je parle, pour pouvoir avoir la sensation générée par le tabac. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut avoir tous ces éléments-là à l'esprit. Et encore une fois, l'objectif n'est pas d'être moralisateur, mais simplement de faire comprendre qu'il y a des mécanismes très puissants qui sont mis en œuvre par l'industrie du tabac et pour nous manipuler et faire passer cette consommation de tabac comme une espèce d'accession à la liberté, alors qu'en réalité, il s'agit de rendre les personnes toujours plus dépendantes. Et je finirai juste en disant que, en ce qui concerne le vapotage, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées en matière de marketing. Et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle quels sont les effets de tout cela. Voilà. Alors, je vois, il y a Mélanie qui hochait de la tête lorsque j'évoquais les effets, notamment de la menthe dans la consommation. Est-ce que toi, tu as consommé ce genre de cigarettes dites légères, créées spécialement pour les femmes? Il y a eu les fines aussi. Les fines, très bien. Justement, pour féminiser ce geste, etc. Et les porte-cigarettes aussi dans les cinémas, etc. Et c'est vrai que c'est des accessoires complètement pour faire ce que tu as dit, vendre encore plus de tabac, etc. Et notamment pour les cigarettes mentholées, je pense que c'est effectivement aussi, ça masque
finalement ce côté désagréable de la Clairement. cigarette. En fait, c'est incroyable, ça va contre un même principe. C'est-à-dire que c'est désagréable de fumer, vraiment. Donc on met du menthol pour masquer cet effet désagréable jusqu'à ce qu'on soit dépendant. Et donc du coup, après, il se passe ce qui se passe. C'est exactement ça. Et en fait, l'industrie du tabac, elle est tellement, comment dire, performante, j'ai presque envie de dire perfide. Pervers. Il y a notamment dans certains pays où la consommation encore aujourd'hui reste tabou chez les femmes. Je pense à l'Inde, par exemple. Eh bien, vous avez des services de livraison à domicile des paquets de cigarettes pour que les femmes ne soient pas surprises à en acheter dans les lieux publics. Et toi, Astrid, ça t'a jamais effleuré l'esprit? T'as jamais eu envie de fumer? Si. Enfin, envie, non. Mais quand j'étais étudiante, je suis arrivée en France, à Lyon, donc tout le monde fume, tout le monde boit du café. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu de café. Donc je me suis dit, ça fait cool. Et j'en ai acheté. J'ai acheté un paquet de cigarettes et j'ai culpabilisé. Et je l'ai donné à un clochard, en fait. C'était pas bien non plus dans le geste. Mais je l'ai acheté, je l'ai ouvert, j'ai regardé. Mais ça ne me correspondait. J'arrivais pas à me projeter dans un geste, dans quoi que ce soit. Et il y avait un clochard qui était là. J'avais bien vu qu'il fumait. Je lui ai donné le paquet. Oh, merci, madame. Je sais que ce n'était pas bien, puisque forcément, je redonne Je refile le bébé. poison. Mais en même temps, ça a été la seule tentation que j'ai eue. Mais ce n'est pas l'odeur que j'aime. C'est pas... Enfin, non. J'ai essayé avec l'alcool aussi. Il n'y a rien à faire. Tu veux être cool, ouais, quoi. Tu essayes Oui, café. tu essayes des choses. Ouais, non. Tant mieux alors, tant mieux. Et Mélanie, je suppose que tu as été sensible à ce que j'ai dit concernant l'impact justement de cette industrie sur les écosystèmes. Et l'écologue que tu es, est-ce que, en tant qu'écologue, est-ce que tu constates ça lorsque tu arpentes les mangroves, que tu étudies est-ce que tu retrouves des mégots de cigarettes, notamment sur nos littoraux, nos plages? Et quel regard tu portes sur ça? Alors justement, merci beaucoup pour ce lien tout tracé. C'est que je rappelle qu'un mégot de cigarette, ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau, je veux dire directement. C'est-à-dire qu'un mégot de cigarette tout petit, insignifiant, qu'on jette en fait sur le sol, se retrouvera forcément dans le milieu aquatique, qu'il soit rivière ou qu'il soit mer. Enfin, si c'est les rivières, au bout d'un moment, c'est dans la mer. Et que c'est une des sources de pollution très importantes sur la planète. Donc pareil, c'est pas dans un sens moralisateur ni culpabilisateur que je dis ça, mais beaucoup d'associations maintenant se mettent en place pour par exemple sur les plages, il y a des cendriers de plage pour sensibiliser les gens à justement avoir son cendrier de poche. Il y a même ça maintenant qui existe. En tout cas, beaucoup de choses sont faites pour éviter que les fumeurs fassent ce geste de rejet du mégot sur le sol, parce que c'est très très néfaste. Il y a aussi des graffeurs qui se sont emparés du sujet avec des campagnes, vous avez peut-être vu, près de bouches d'égout, il y a toujours marqué « Ici commence la mer ». Parce qu'effectivement, ça me dit quelque chose. Ouais. Ce que je rappelle, c'est que ces grilles, en fait, sont les grilles où l'eau de pluie va s'infiltrer. Et quand on dit que c'est la mer qui commence, c'est que le pluvial, ces eaux de pluie, elles vont s'évacuer directement dans la mer. Donc au final, le mégot qu'on jette là, le pinceau qu'on nettoie, etc., tout ça va directement dans la mer. Donc pour en rester sur la cigarette, effectivement, non seulement c'est dépenser de l'argent qui part en fumée littéralement et qui vient finalement attaquer la santé d'un individu, mais en plus, lorsque c'est terminé, on a une pollution directe effectivement des écosystèmes. Non seulement quand c'est fini, mais en plus pour la produire. Très consommateur à nous pour la fabrication et un espace effectivement boisé. Donc, warning à tous les niveaux. J'espère que, en tout cas, ça fera simplement réfléchir. Alors, nous allons passer à notre rubrique suivante, mots de femme. Toi, Astrid, en tout début d'émission, tu nous disais que c'est à la faveur du tremblement de terre d'Haïti de 2012. 2010. 12 janvier 2010. Voilà, j'ai fait une petite confusion. C'est normal. 12 janvier 2010, autant pour moi, que tu as pris conscience de l'impact que pouvait avoir un tremblement de terre chez nous, en Martinique, et que tu as eu envie d'en faire ton métier. C'est ça. Voilà. Donc, tu as créé notamment Vigilance Caraïbes. Exact. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Vigilance Caraïbes, c'est quoi et quel est son objectif? Alors, Vigilance Caraïbes, c'est une société maintenant dont l'objectif est de réduire l'impact des séismes
dans les structures antillaises. Donc, en passant par les comportements. Mon objectif, c'est d'aller... Mon travail consiste à aller dans différents lieux où la population se trouve, que ce soit professionnel ou de loisirs. Hein. Ça peut être des associations, ça peut être des EHPAD aussi, hein, et former le personnel, mais aussi les résidents, sur les bons comportements à avoir si la terre tremble, là, maintenant, tout de suite. Je suis vraiment dans l'opérationnel maintenant, pas dans « et si je suis dans ma chambre », etc. Donc, je prends vraiment le temps de rendre ma formation efficace pour le lieu que je suis en train d'exploiter à ce moment-là. Alors, je vais te titiller un petit peu. Il y a des campagnes qui sont organisées régulièrement. Je pense aux journées répliques, par exemple. Mais quelle est la plus-value de Vigilance Caraïbes? Alors, la plus-value de Vigilance Caraïbes, c'est que je ne fais pas de tronc commun dans mes formations. C'est ce que je disais. Je prends vraiment le temps, avant de faire mes formations, de faire ce que j'appelle un diagnostic de vulnérabilité. Donc, en fonction du corps de métier, je prends vraiment le temps d'étudier le comportement de la personne, le lieu où elle travaille, l'environnement de travail, son trajet d'évacuation si jamais ça tremble, par quelle porte elle doit passer, si c'est la porte principale, est-ce qu'elle a déjà remarqué qu'il y a des portes annexes, est-ce qu'elle a vu son environnement extérieur de travail. Et du coup, quand je fais mes formations, c'est vraiment spécifique au corps de métier que je suis venue démarcher. D'accord. Et en plus de cela, je fais une belle partie dans mes formations sur la gestion du stress. Donc ça, c'est aussi parce que j'étais sophrologue aussi. Donc j'ai beaucoup remarqué que lorsque je faisais des formations avant d'inclure cette partie-là, les personnes me disaient « Oui, c'est sympa vos formations, madame ostologue, mais moi, si ça tremble, je suis tétanisée. Si ça tremble, je ne peux plus respirer. » Moi et aussi. en fait, voilà. et à chaque fois que je finissais mes formations, je leur disais « Mais il faut aller voir un spécialiste. » Ils n'en faisaient rien, bien évidemment. Donc après, j'ai fini par me former en tant que sophrologue, mais ce n'était pas du tout lié au risque. Et après, je me suis dit « Mais comment tu pourrais combiner ces deux choses-là ensemble ?» Et du coup, j'ai une belle partie gestion du stress sismique. Et donc, c'est la connaissance de soi face à la peur, face au stress. Si ça tremble maintenant, de quoi tu aurais besoin pour te sentir bien? Puis, on a découlé la création du kit de survie individuel que j'ai là avec moi. Donc, dedans, j'ai mis des éléments de sécurité, certes, mais aussi de santé je vais et de le gestion lire. du stress. Génial. Donc, effectivement, petit kit vigilance Individuel. Caraïbes. Donc, on y trouve quoi dans ce kit? Donc, c'est un kit qu'on doit avoir sur soi en permanence. Je Exactement. veux voir, Mélanie, Mais je oui, te je trouve montre. ça Alors, génial. il y a des Ça, c'est le des pansement. bandes. Voilà. Mon Dieu, de la menthe poivrée, Oui, si alors jamais. La menthe poivrée, c'est non, pourquoi? il ne fait pas. Ça, c'est mon kit à moi. Ah, d'accord. Donc, j'ai rajouté mes petites subtilités dedans. Mais les éléments essentiels que je mets dedans, donc c'est bien sûr le sifflet. Alors, je mets des éléments dans le kit, mais après, j'explique les éléments qu'il faut avoir sur D'accord. soi, donc hors du kit. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment. Alors, j'ai pensé un kit de survie en format sac banane, parce que mon idée, c'était que les gens aient les mains libres lors d'une évacuation, donc puissent Bien pousser sûr. les portes, tenir une main, tenir un bébé, on ne sait jamais. Et puis surtout des éléments à portée de main facilement accessibles, donc de préférence devant soi. La couleur aussi a été choisie parce que je ne voulais pas qu'à chaque fois que les gens aient les yeux sur leur kit de suivi, qu'ils pensent un risque, qu'ils aient peur. Donc j'ai choisi une couleur qui était pétillante et aussi le Bon vert choix. parce que voilà. Et puis dedans, j'ai mis On les va éléments. espérer survivre avec le vert. c'est ça? Exactement, l'espoir, le cœur aussi. Hein. Ça, c'est pour le stress. Et oui, Oui, une justement. balle ouais. anti-stress. Ah, Alors, D'accord. j'explique. J'ai mis des éléments de sécurité. Donc, on est sur le sifflet, la couverture de survie, la D'accord. lampe C'est ça, la frontale. couverture, Voilà, la le masque petite FFP2. Ok. Alors, le masque FFP2, c'était pour la poussière de frottement des bâtiments. Ce n'était pas du D'accord. tout lié au Covid. Covid, Hein. Donc, ça d'accord. peut servir. Ensuite, j'ai mis des éléments autour de la gestion du stress. Donc, Donc, les balles anti-stress. Voilà, j'ai mis aussi... Et les tympans. exactement. pour Donc, ceux qui seraient incommodés par... alors ça, c'était le suite bruit. à l'expérience du séisme d'Haïti où j'avais eu un monsieur qui me disait qu'il était sorti des décombres avec sa grand-mère et qu'elle était toujours, elle avait toujours un sursaut de cœur parce qu'il y avait les ambulances, il y avait les bâtiments qui s'effondraient, les personnes qui criaient, il n'avait rien pour l'isoler, pour qu'elle puisse se ressourcer en fait. Il me dit, elle fermait les yeux, c'était bien, mais elle entendait toujours. Donc il me dit, j'avais pas de musique, j'avais rien pour atténuer les bruits, donc je me suis dit, tiens, mets des boules caisses, ça peut être utile pour une personne âgée, ça peut être utile pour un bébé ou quelqu'un qui a juste panique. voilà, quelqu'un qui a juste besoin de se ressourcer intérieurement après un risque. Et là, je suis un petit peu intriguée, je vois du sucre. Oui, alors c'est toujours dans des la compresses nettoyantes. alors on est toujours dans la gestion du stress, donc du sucre et des graines de cacao cru. Donc, Oui, les oui, graines de en cacao effet. cru, ce sont Tu as des pensé denrées à tout, hein. Voilà, denrées impérissables
On l'appelle l'aliment des dieux. Les graines de cacao cru, c'est un anti-stress très puissant. Et le sucre, j'ai vraiment pensé aux personnes diabétiques qui ont une hypoglycémie très forte lors d'un gros stress. Donc, même pour une personne en bonne santé, mais le sucre, ça requinque, à défaut de mettre un bonbon. Et puis, j'ai mis des petits éléments autour de la santé. Donc, tout ce qui est lingette nettoyante, lingette désinfectante, sérum physiologique, bande de crêpes de 4 mètres et des pansements. À défaut d'avoir de l'eau pour nettoyer ses mains, j'ai mis des éléments pour désinfecter ses mains, pour panser une plaie, voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, moi, je te félicite pour cette ingénieuse création. Voilà, donc j'ai envie de te demander où est-ce qu'on peut trouver ces kits-là. Alors, on peut les trouver sur moi, je veux acheter un kit Vigilance Caraïbes. Alors, on peut m'appeler. D'accord. Non, tu veux donner ton numéro là, comme ça, là Oui, vous pouvez m'appeler. Appelez-moi, je suis là, je réponds. On peut appeler sur mon portable au 09 98 00 ou le trouver aussi en ligne, puisqu'il est vendu en ligne sur mon site internet www.vigilancecaraïbes.com. Très bien, bon, voilà. J'espère que vous en ferez l'acquisition, c'est vraiment utile chez nous. Alors, Mélanie, tu t'es spécialisée dans les mangroves et les zones humides. C'est ce que j'ai lu dans ta biographie. Est-ce que quand tu t'y trouves, tu réfléchis et tu penses à ces notions de risque majeur? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Alors, j'y pense pas tous les jours, mais j'y pense souvent parce que c'est forcément un lien. C'est la nature et les éléments en fait naturels sont en lien. Alors le risque sismique, on l'a répété pourtant. On a répété, le risque sismique, c'est pas celui qui me vient le premier, on va dire, quand je suis dans la mangrove ou les zones humides en tête. En revanche, dans mon métier, vu que je travaille aussi sur de l'aménagement du territoire durable, en prenant en compte les espaces naturels et notamment pour limiter, par exemple, les risques inondations, forcément, on travaille aussi avec les documents et on réfléchit sur ces documents, justement, qu'on appelle les PPRN, par exemple. Tu peux définir pour nous? Oui, ce sont des documents qui vont en fait aider à l'aménagement du territoire selon les zones. On aura le droit de construire ou pas du tout, je simplifie, selon les risques. Donc sismique, inondation, aléas, tsunami, submersion marine, parce que les risques, en fait, il y en a beaucoup. Oui. Donc, on les cumule. voilà, on les cumule, à part l'avalanche, comme tu l'as dit au début. Voilà, pour l'instant, peut-être qu'avec le changement climatique, un jour, il y aura un risque avalanche. Non, je plaisante. Je pense pas. Réservez-nous. Voilà. Mais en tout cas, quand je suis donc, dans les mangroves et les zones humides, alors surtout les mangroves, parce que ce sont des zones humides donc littorales, je me penche en tout cas sur deux questions liées aux aléas. Le premier, c'est les cyclones, parce que je travaille sur l'impact des cyclones, notamment sur les mangroves, en fait, pour savoir de quelle manière les mangroves vont être résilientes, vont se remettre face à cet aléa. Et le deuxième, ce n'est pas vraiment un aléa, mais c'est le changement climatique, en fait, qui touche le monde entier et donc la Martinique avec cette élévation du niveau de la mer. Et donc la mangrove qui est l'écosystème qui va connaître cette élévation, les impacts de l'élévation du niveau de la mer. Donc forcément, c'est des choses qui sont en lien. Donc je suis très enchantée de te rencontrer et d'échanger sur d'avoir en face de moi quelqu'un qui pense en fait à faire de la prévention auprès des gens et à être efficace en fait en cas de risque, parce que c'est des choses qu'on a en tête, mais on les oublie en fait au quotidien. La culture du risque n'est pas véritablement... Moi, je ne crois pas, parce que j'ai bien vu quand je suis allée travailler après Irma en 2017 à Saint-Martin, puisque j'avais été missionnée pour faire le diagnostic environnemental, j'ai bien vu la catastrophe que ça représente au niveau des bâtiments, au niveau de la souffrance humaine que ça engendre, que finalement, on n'est jamais prêt. Véritablement, quand je suis rentrée en Martinique après cette mission, j'avais comme un souffle parce que tellement tout est cassé, c'est-à-dire on a l'impression d'une vision en noir et blanc, mais vraiment, véritablement, on arrive sur une zone catastrophée comme ça. C'est une vision en noir et blanc. Et quand je suis rentrée en Martinique, j'avais l'impression que la couleur revenait. Ça fait vraiment ça, en fait, le passage d'une catastrophe, je pense que ce soit sismique ou en tout cas cyclonique. Donc vous avez vraiment des points communs parce que toutes les deux, vous avez manifestement connu des événements un peu traumatiques, j'ai envie de dire. Toi, Irma, toi, le séisme en Haïti. Et puis j'ai connu Dean aussi. Dean aussi a fait partie du déclencheur parce que j'étais animatrice de centre de colonie à cette époque. Et en fait, on n'a pas pu rentrer chez nous parce qu'on avait des enfants défavorisés. Et les parents nous demandaient de garder les enfants pendant le passage du cyclone. Donc moi, j'avais mes parents qui me disaient, rentre, parce que
Et en fait, les parents ne venaient pas chercher les enfants. Donc, je l'ai vécu enfermée dans une salle de classe. Ah oui. Et on avait interdiction de dire aux gamins que Dean passait, sauf que, on avait fermé les persiennes de l'école. C'était la catastrophe. J'avais une animatrice avec moi qui faisait une crise d'angoisse. Oh là là. Et du coup, les enfants commençaient à se demander ce qui se passait. Donc, moi, j'ai joué au bateau pirate, au capitaine. Je l'ai recouverte avec un drap en disant que c'est notre prisonnière. Donc, elle pouvait faire tranquillement sa crise d'angoisse. Et pendant ce temps, nous, on courait dans la chambre à jouer aux pirates. Mais je voyais des fissures qui se dessinaient, j'entendais les branches et puis les enfants qui me disaient « Tati, on dirait que c'est pour de vrai !» Oh là là. Et c'est le lendemain qu'ils ont vu le désastre, mais c'était éprouvant en fait. Et j'ai vu, le lendemain, on était aux Anses d'Arlay, dans une école. On était isolés de tout. Isolés de... La collectivité a essayé de venir, mais on n'avait pas d'eau. C'était la catastrophe. Enfin bref, je vais passer les détails parce qu'il y a des choses que je préfère taire, mais j'ai vraiment pris conscience de l'urgence à agir. On n'était pas préparés, on ne savait pas quoi faire après, avec les éléments qui n'étaient pas réfrigérés, le repas n'arrivait pas, donc les enfants qui commencent à tomber malades, mais les sanitaires ne fonctionnent pas. Alors c'est bizarre parce que dans ce que vous dites, j'ai le sentiment qu'il y a quand même, alors on dit on n'était pas prêt, pourtant il y a des plans de prévention de risques majeurs qui existent, mais on a l'impression que ça n'infuse pas dans le corps social, en fait. Il y a une espèce de gap. Et effectivement, toi, Mélanie, tu as un métier qui est vraiment au cœur d'une des préoccupations mondiales, d'une des préoccupations de l'ONU. Faut savoir que normalement, là, nous avons 17 objectifs à atteindre pour 2030. Nous sommes en 2022, j'ai envie de dire, waouh, ce sera difficile. Et il y en a 2, je crois, qui sont clairement liés à ton métier. Hein, l'objectif 13, je crois, qui vise à, comment dirais-je, c'est le 13 et 14, enfin bref, je fais un petit résumé, privilégier le développement durable, mettre en place des mesures d'urgence contre le réchauffement climatique et préserver la vie aquatique et les ressources marines. Or, on a tout de même le sentiment qu'en dépit de ce qui a été proclamé par plus de 190 pays, la réalité, c'est un peu lent. Est-ce que tu confirmes mon sentiment Complètement. Je le confirme parce que ça fait donc 20 ans que je travaille sur ce sujet et qu'avant moi, il y avait des gens déjà qui travaillaient sur ce sujet. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des précurseurs. Des pionniers, voilà. Moi, j'ai eu un encadrant de thèse qui déjà disait des choses comme ça. Il y a des gens ici, en local, on connaît par exemple M. Safage qui parle du changement climatique depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses qu'on, scientifiquement en tout cas et de façon météorologique, on voit venir, on essaye d'expliquer, mais il y a effectivement une rupture trop importante entre la population et les gens qui font les recherches et les travaux techniques. Et ce qu'il faut arriver à faire de plus en plus, c'est à décloisonner. Et je pense qu'avec nos nouvelles générations, et aussi peut-être le fait qu'il y ait pas mal de femmes qui soient injectées justement dans ces milieux techniques, on a peut-être une communication différente ou une envie de faire passer des messages différemment en tout cas. Et on commence à peine à arriver à faire en tout cas comprendre ou en tout cas voir à la population, à la grande population, que oui, c'est le cas, il y a un véritable changement climatique. Oui, c'est le cas, on a très peu de temps pour réagir. Et en fait, le problème, c'est que je crois que l'humain, il est dans un déni parce que c'est difficile d'accepter... Tu m'as ôté les mots de la bouche. Oui, c'est difficile d'accepter une fin un peu catastrophique comme ça, ou en tout cas un changement catastrophique comme ça, parce qu'on y tient à la vie, à la Terre, comme on l'a connue. Mais ce qui pose question, c'est que, en fait, il n'y a pas de fatalisme, parce qu'on peut inverser la tendance. Voilà. Mais on a le sentiment qu'on ne met pas tout en œuvre pour inverser cette tendance-là. Parce qu'en réalité... Depuis le 19e siècle, la température a augmenté d'1,09 degrés Celsius. Et on nous dit qu'à plus 1,5, danger, catastrophe. Et en dépit de ça, voilà, ça bouge très lentement au niveau de nos hauts dirigeants. Par exemple, ce genre de chiffres, ils sont déjà très difficiles à comprendre pour les gens. Quand on leur dit réchauffement climatique 1,5 degré... Oui, ils se disent, mais c'est pas grand-chose. Voilà. Quand on explique ensuite que c'est une moyenne mondiale et que ce qui nous sépare, par exemple, de l'ère glaciaire, c'est 3-4 degrés, en fait, là, on commence à pouvoir expliquer aux gens que 1,5 degré de moyenne de température au niveau du monde, c'est énorme. Mais en fait, on devrait... pouvoir expliquer ça tout le temps, depuis l'école, etc., de la même manière que les bons gestes. Maintenant, c'est dans les programmes, on enseigne le changement climatique
Les risques majeurs. On enseigne les risques majeurs. Oui, ça, c'est vraiment Il y a rentré des tests dans les programmes. Il y a des exercices de simulation, d'évacuation. Ça traverse les programmes, et heureusement, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on Mais sent pour qu'il y a- l'action, et c'est ça, excuse-moi, mais c'est vrai que pour l'action, c'est les hommes qui sont, et les femmes qui sont en ce moment, en tout cas, à la tête des postes, et les élus Les qui sont... décisionnaires. Voilà, actuellement, parce qu'on dit qu'il faut sensibiliser les enfants, mais en fait, il faut laisser les enfants tranquilles, parce que les enfants, ils seront grands dans 30 ans, dans 20-30 ans, et ça sera déjà trop tard. Et puis, il faut pas La vérité, comme tu c'est dis, que- puis les laisser tranquilles, les laisser rêver un peu, ne pas leur dresser Mais leur c'est- brosser un tableau trop c'est la sombre, facilité, tout en en fait. les éduquant. Voilà. C'est la facilité dont on a de se dire qu'est-ce qu'on fait, on va sensibiliser les enfants. Certes, il faut le faire, mais c'est surtout qu'il faut agir. Et ceux qui ont... Aujourd'hui. il faut agir aujourd'hui, en fait. Alors, je rejoins beaucoup ce que Mélanie dit parce que je fais beaucoup de sensibilisation dans les entreprises. Et je dis, les enfants, c'est bon. Ils ont les exercices 3 fois par an. Et ma problématique, c'était, mais une fois qu'on est dans la vie d'adulte, quand j'étais salariée, je me rendais compte du nombre de fois on a fait 0 exercice sismique. Par contre, incendie, on le fait. Mais séisme, on était incapable de savoir quels étaient les bons comportements à avoir. Et très peu d'adultes dans leur vie professionnelle ont les bons comportements. Donc les enfants, effectivement, c'est déjà bon en fait. Ils sont très malléables, c'est bien, mais qu'est-ce Pas qu'on fait des suffisant, adultes qui voilà. sont déjà en poste, qui assurent déjà notre avenir, leur avenir et ceux des enfants de surcroît. Ouais. Et c'est vrai que quand on sait que la plage du Carbet serait vouée à disparaître d'ici la fin du siècle, ça fait littéralement peur. On a envie de se dire, mais il faut qu'on se secoue, il faut qu'on y aille là. Et en même temps, je pense que ça fait partie des choses qui vont alimenter le déni. On n'a pas envie, en fait, de voir les On veut choses détourner le disparaître. regard, C'est ça. en fait. Voilà. Et Effectivement. pourtant, c'est nous, adultes, qui avons des mauvaises actions aussi Ouais. sur ces plages, dans notre comportement, dans notre manière de consommer. Exactement. Je suis d'accord, mais en fait, je crois qu'il y a surtout les grands industriels et tout ça qui sont particulièrement responsables parce que je trouve qu'on charge aussi beaucoup le citoyen et la citoyenne. Non, en l'adulte, disant- l'industriel est un adulte Mais aussi, hein. voilà, l'industriel, Pas oui, que les la décisionnaires. population. Tout à fait. Il faut que chacun, en fait, Exact. prenne sa part de responsabilité et agisse à son niveau. Bon, débat d'actualité important à tenir. Alors, Mélanie, la mangrove, justement, quel est son état aujourd'hui? Parce que c'est ton domaine de prédilection. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on s'alarme ou est-ce qu'on a des raisons d'espérer? Alors, en fait, on peut espérer parce qu'on s'est suffisamment alarmé, je pense. Et, la mangrove est un écosystème qui est menacé toujours. Hein. Si on parle dans le monde entier, bien sûr, en Martinique, elle commence à être pas mal préservée. Il y a plusieurs types de mangroves déjà. Donc, si on s'intéresse à notre territoire de la Martinique, on peut avoir plusieurs types de mangroves, des mangroves de front de mer, des mangroves d'arrière-mangrove. Tu peux nous donner des exemples Oui, pour que ceux bien qui sûr. nous regardent... La mangrove qu'on a l'habitude de voir, celle avec les grandes racines échasses, les palétuviers Les rouges. palétuviers, voilà, oui. Ça, c'est la mangrove de front de mer que l'on montre la plupart du temps dans les reportages, etc. Là où on peut naviguer avec le canoë-kayak, par exemple, des choses comme ça. Mais ça, c'est un des types de mangroves. Il y a d'autres mangroves en arrière-mangrove avec d'autres types d'arbres et d'autres types de crabes, d'autres types d'oiseaux qui vont aller fréquenter finalement ces différents habitats de mangroves jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle les arrière-mangroves. Et donc là, c'est des écosystèmes beaucoup moins connus parce qu'il faut y accéder à pied, parce qu'elles sont souvent inexistantes, parce que c'est là où on a construit les zones d'activité économique, par exemple, ou la montagne, des choses comme ça. Du COS. Ou d'autres, ou du COS, voilà, des choses comme ça. Et donc, ces écosystèmes-là, ce sont les plus menacés, ces arrière-mangroves. Et pourtant, la mangrove dans son intégralité, elle est fonctionnelle si elle est composée d'un ensemble, de tous ces ensembles, en fait. Ok. Donc, il faut arriver à préserver les mangroves dans leur intégralité. Il ne faut pas penser que parce qu'on a un front de palétuvier rouge, c'est bon, on a de la mangrove, en fait. Mais est-ce que tu peux rappeler l'utilité de ces Oui. mangroves? À quoi elles servent? Parce qu'elles ont un rôle très important. Très important. En fait, les mangroves, comme les autres zones humides, mais en tout cas, les mangroves sont des zones humides littorales, elles ont non seulement un rôle de filtre par rapport à toutes les eaux pluviales qui vont s'écouler du bassin versant, c'est-à-dire de la terre, elles vont filtrer toutes ces eaux et retenir une grande partie de la boue avant que ça arrive dans la mer. Et qu'est-ce qu'on trouve finalement dans la mer? C'est souvent les coraux et les herbiers. C'est pour ça qu'on dit que les mangroves, les coraux et les herbiers sont des écosystèmes interdépendants. Ils ne peuvent pas fonctionner les uns sans les autres. D'accord. Donc la mangrove protège les herbiers et les coraux. Et de notre côté, les coraux vont casser un peu la vague et ralentir aussi l'effet de la vague pour que les mangroves puissent se développer dans une zone un peu
paisible et tranquille. Donc, si on doit mettre ça en parallèle avec l'élévation annoncée du niveau des mers, les mangroves auront là un rôle encore plus important à jouer de protection de nos littoraux. C'est ça. Parce qu'actuellement, sans s'intéresser à la montée des eaux, par exemple, les mangroves, elles ont un rôle de protection contre l'érosion en fait, du littoral. Voilà. Elles sont source de nurseries, beaucoup de poissons s'y développent, pas que des poissons, d'ailleurs des crustacés, etc. Donc, sans mangroves, pas de pêche, déjà, par exemple, si on se centre sur nous, les hommes. Donc déjà, tout un secteur d'activité tout un secteur d'activité économique qui est en péril. Et en plus de ça, elles font partie donc, de cet équilibre de barrières de protection contre l'érosion. Elles font partie aussi d'un poumon vert. Elles stockent énormément de carbone. Pour vous donner un exemple, une forêt tropicale, un carré de forêt tropicale stocke 5 fois moins de carbone que le même carré de mangrove, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on a des écosystèmes tellement productifs qu'on a là un grand stockage de carbone. Donc quand on défriche cette mangrove, on relargue ce carbone dans l'atmosphère qui participe, encore une fois, à ce réchauffement climatique. Voilà, le cercle vicieux. Ça a aussi un impact sur les tsunamis. Absolument. Les mangroves et les coraux, en fait. C'est ça, l'exemple. Et c'est là où, en fait, et merci d'ailleurs, parce que les mangroves, elles ont commencé à être vraiment prises au sérieux en 2004, justement, après le fameux tsunami qu'on a eu en Indonésie. Voilà. Et pareil, quand me suis rendue d'ailleurs au Sri Lanka, et que j'ai vu comment ça dévastait, en fait, une grosse vague tsunami peut dévaster le territoire, c'est impressionnant. Et on a très bien constaté que en tout cas, les populations qui étaient en arrière de zones où il y avait des mangroves étaient beaucoup moins touchées, effectivement, que les populations qui étaient directement sur un front de mer. Et donc là, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que la nature nous rend à nous, les hommes et les femmes. Oui. C'est une zone tampon, en fait. C'est une zone tampon des tsunamis. D'accord, très bien. Protégeons la mangrove. Voilà, et les autres zones humides, d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce forum d'aujourd'hui, entre autres. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que j'ai autour de moi des femmes qui ont vraiment cherché à développer une expertise dans leur domaine. Alors, je le disais au début, que tu es docteur en écologie et en ingénierie écologique, mais tu as un master recherche fonctionnement des écosystèmes, maîtrise en biologie des populations, licence de management. Bref, tu t'es donné les moyens de vraiment acquérir cette expertise-là. Et je crois même que tu fais de la formation aussi. Tu as enseigné à l'UA. Toujours, j'enseigne toujours. Tu enseignes toujours à l'UA. Et tu prodigues aussi, tu offres tes services et ton expertise aux institutionnels. Oui. Beaucoup, parce que je crois beaucoup en la transmission du savoir, de la donnée, et en tout cas au partage entre humains, en fait, de quelle que soit la donnée artistique comme la donnée scientifique, etc. C'est pas une croyance, c'est-à-dire que j'y mets beaucoup d'espoir. Ouais, voilà, j'y mets beaucoup d'espoir. Chaque année, je prends des stagiaires dès que je le peux, je forme des gens aussi à devenir vraiment compétents dans le domaine, et je forme. Les organismes, alors ça peut être des cadres, des techniciens, du grand public, à travers les formations qui sont dispensées par des organismes comme l'Office de l'eau Martinique ou bien le CNFPT, donc c'est vraiment des organismes de formation adultes, donc, mais avec des formations de pointe. Ou bien ça peut être aussi les différents parcs naturels marins, parcs naturels régionaux, etc. Le pôle relais des zones humides, l'UICN, enfin... De nombreux organismes me confient en fait les formations sur un jour ou une semaine, ça dépend, sur des sujets techniques précis. J'ai eu même l'occasion de former l'ensemble par exemple, beaucoup de professeurs du second degré, collège, lycée, justement, à ces questions de milieu aquatique en Martinique, pour qu'ils aient ces questions en main, ces connaissances. Très bien, tant mieux alors. Donc, et bien sûr l'université, parce que l'université, c'est vraiment pour moi de la transmission du don de soi. Enfin, c'est vraiment du temps que je passe pour transférer en fait cette compétence que j'acquiers toujours. Je précise. Tu ne cesses pas tu n'arrêtes pas de te former. Moi-même, oui. Voilà. Alors justement, j'aimerais, Astrid, que tu reviennes sur aussi cette volonté que tu as eue d'acquérir une expertise plus grande avec ta participation à la Bourse Paille. Oui. Tu as été finaliste cette année de cette Bourse Paille. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement? Parce que, mon Dieu, je vois que l'heure file. OK. La Bourse Paille, c'est une aventure dans une aventure.
Donc, ça a été mis en place par le chanteur qu'on connaît bien, Paille. Oui, qu'on salue, s'il voilà. nous regarde. Et son équipe, notamment Solène, sa sœur, donc Solène Alpha. Et l'objectif, c'était de trouver 15 entrepreneurs qui ont un projet pour la Martinique. Donc, spécifique à la Martinique et le génie martiniquais, comme Paille aime le dire. C'était trouver le génie martiniquais. Ouais. Et ça a été une expérience d'1 mois qui a été éprouvante, bouleversante. Ouais, ça a été costaud. En fait, on remet beaucoup. Moi, quand j'ai créé, je l'ai beaucoup fait avec le cœur. Ça m'a vraiment appelé quand j'ai. Tu parles de ta création d'entreprise. Oui, ma création d'entreprise. C'était vraiment avec le cœur parce que je voyais des populations qui, en temps normal, sont très résilientes, souffrir. Donc je me suis dit, si elles sont dans cet état-là, nous, on va être comment quand ça va nous arriver, sachant qu'on est aussi confronté aux risques majeurs. Et on passe, c'est-à-dire que on ne peut pas vendre tout le temps avec le cœur. À un moment donné, il faut structurer. Donc là, quand j'arrive dans la Bourse Paille, on a vraiment des experts qui structurent le projet et remettent tout en question dans la manière de faire, dans une espèce de confort finalement que j'avais déjà, où on me dit, si tu veux vraiment y arriver, vraiment atteindre tes objectifs, il va falloir structurer davantage que ta spontanéité. Et du coup, ça a été très, très chamboulant intérieurement parce que j'avais l'impression, j'avais l'impression de perdre l'essence vraiment de où est ma créativité. Et finalement, c'est pour sublimer la créativité et qu'elle soit beaucoup plus efficace. Et ça a été une belle expérience, vraiment. Ouais. Mais en tout cas, je te félicite Merci. De cette belle place de finaliste. Alors, dans Forme, il y a une question que nous avons coutume de poser à nos invités. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Je commence par toi, Mélanie. Alors là, sans réfléchir, c'est mon papa. Il y a tellement de femmes qui répondent ça. Je suis désolée, c'est classique, mais... mais oui, mais tant mieux pour nos pères. Je veux dire, l'homme qui m'a le plus influencée, j'aurais pu choisir dans des hommes aussi connus qui sont distants de moi. Il y en a des auteurs, des musiciens, etc., qui m'ont vraiment... Ils m'ont pas influencée, mais en tout cas, ils m'ont aidé à réfléchir ou à grandir, ça c'est sûr, dans les textes, etc. Mais celui qui m'a le plus influencée, c'est d'une évidence mon papa. Et celui qui m'a fait le plus grandir, c'est mon fils. Mais c'est beau, ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on apprend aussi d'autres choses. Mais influencé parce qu'il est musicien et il est paysan, comme il aime dire. Donc jardinier paysan. C'est très original. Un jardinier paysan, musicien des Pyrénées. Waouh. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. Puis avec tout ce qui va avec, hein. Le package poète, il écrit bien sûr, il a fait un petit recueil de poésie. Voilà, c'est ça, toujours. Mais finalement, donc il m'a transmis ces deux passions. On sait que j'ai la passion pour la musique aussi. Et en fait, bien sûr, derrière chaque homme une femme, hein, parce que ma maman, attention, ça c'est pas un reste. Mais là, je réponds à la question. Oui. Donc l'homme, voilà, c'est que il m'a transmis toute cette passion de la passion. C'est en fait quelqu'un qui vit dans une pièce, attention, bordélique, mais c'est justement très créatif parce que c'est la passion du sujet. Et ça, je sais que c'est lui qui m'a transmis ça. C'est-à-dire que, voilà, on y va, aller au bout des choses, du package, mais en fait, c'est s'intéresser, se questionner, intellectualiser les choses, sourcer son information et puis surtout toucher. Parce que ce côté paysan et berger, puisque du coup je suis aussi fille de berger, vraiment de famille de berger, c'est cette capacité à parler de quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire qu'à travailler avec et à mettre des mots, intellectualiser des choses sur des choses qu'on a pratiquées, de la sueur qu'on a sortie de son corps. Et ça, c'est-à-dire que c'est très important dans mon métier d'écologue parce que je n'ai pas une vision purement théorique et livresque. Et ça, donc, c'est directement reçu de monsieur Henri Artemont, mon papa. Donc, vraiment. Merci, monsieur. Et toi, Astrid, alors quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Alors, je dirais spontanément mon oncle, Molière. Il s'appelle Molière. Waouh. Ça, c'est la Il est malheureusement décédé, mais tonton Molière, c'était un artiste très connu en Guadeloupe, donc Molière Chareil. Et c'est un créatif, c'est un amoureux de la vie et c'est vraiment quelqu'un que j'ai dans le cœur jusqu'à maintenant. Et, oui, tu en parles avec des étoiles plein les yeux. Hein. C'est mon tonton chéri, c'était, et à sa mort, ça a été un hommage de... on s'est rendu compte de tout ce qu'il a apporté aux gens dans l'amour de la vie, dans l'amour de soi, dans la créativité, Il faisait ses costumes de carnaval avec des serpillères à l'époque. Enfin, j'ai trouvé un reportage sur lui, j'étais ravie.
mais ça a vraiment été un pilier dans la créativité, dans ma créativité. J'adorais, dès que j'arrivais en Guadeloupe, avant même, alors que j'allais chez ma grand-mère, il fallait d'abord que j'aille toquer chez tonton Molière. pour dire que je suis là. Et il avait sa guitare, sa maison était devenue une sorte d'exposition pour les écoles parce qu'il était fan de Bob Marley. Et que ce soit la guitare, il était conteur aussi. C'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré le goût de l'art et de la vie, de l'amour des gens. Et je dirais mon papa pour le côté lâche rien, tient bon, la ténacité. Et je me rends compte de ça. C'est vraiment quelqu'un qui s'est débrouillé, qui a réussi dans ce qu'il voulait faire quand il est parti en France, qui nous explique ses études et les concours qu'il a passés. Et ce côté ne lâche rien. Au début, je pensais que c'était parce que j'étais bélier. Et puis finalement, quand il me parle, il m'a dit « Au con, papa, ouais. » Tu as vu que c'était éducationnel. Voilà. Et ce côté où je lâche rien, c'est mon papa, ouais. Bon, deux papas inspirants. Eh bien, écoutez, les filles, j'ai envie de dire, mesdames, nous arrivons au terme de cette émission. Place au mot de la femme. Alors, je vais vous repasser la parole afin que vous nous disiez ce dont vous avez envie de parler là maintenant, quel message vous avez envie de faire passer, quel serait pour vous le mot de la fin. Alors, Mélanie, je commence par toi. Alors, je dirais pour finir que je remercie la possibilité de parler encore de nature. Et je m'aperçois au fil de notre discussion qu'on a lié la nature, la culture, l'humanité, l'amour en fait. Et que ça fait un peu bateau de dire tout ça, mais la vérité c'est que on habite vraiment sur une trop belle planète pour ne pas s'en occuper. On ne peut pas porter des messages, je veux dire, tous les jours d'amour comme ça et ne pas s'occuper de là où on vit. Ça serait comme habiter dans une poubelle dans sa maison. Donc moi, j'invite tous les gens, du mieux qu'ils peuvent, qu'ils soient industriels, élus, politiques, gens de télé, voilà, n'importe quel type de vie on a, à s'intéresser beaucoup plus, à observer les éléments qui paraissent trop bucoliques, ces petits papillons, etc., mais vraiment à se focaliser sur la beauté de cette planète. Très bien, beau message. Ouais. J'espère qu'il est passé. Et toi, Astrid, quel serait pour toi le mot de la fin ? Dans la continuité de Mélanie, je dirais à tous de s'intéresser à son écologie intérieure, du coup, parce que c'est en étant proche de soi, c'est beau, hein, enlevant, tout ce que vous dites là. C'est Oh vrai, là ça me là, fait des c'est super frissons. inspirant. Écologie intérieure. Ah en fait, oui. c'est vraiment en s'aimant soi et en enlevant, enfin, en se nettoyant, que finalement on finit par apprécier ce qu'on a autour de soi et du coup avoir envie de nettoyer aussi à côté de soi et donc du coup Préserver son environnement. si on n'est pas pollué nous, si on fait attention à ce qu'on ingère, mais aussi, enfin, quand je parle d'écologie intérieure, c'est aussi la gestion de nos émotions, de nos sentiments et puis de tout ce qui a fait qu'on est nous aujourd'hui. Nos blessures aussi, en fait, c'est vraiment nettoyer et faire attention à ça et s'aimer aussi comme on est pour aimer notre environnement et puis pouvoir dupliquer et dire à l'autre, ben écoute, prends soin de toi et prends soin de ta vie et de l'autre à côté. Enfin voilà, ce serait vraiment ça, quoi. Très très beau message de fin. Ben, écoutez, Mélanie Hertemann, Astrid Ostologue, merci beaucoup pour ces échanges enthousiastes et enthousiasmants. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain dans un autre épisode de Forme sur Zitata TV. À très vite. Femme. 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 Femme.